Let's go! Il y a eu un bruit de notification Windows dans toute la Ricebox. J'allais boire un coup. Ah, une deuxième grosse notif là. Et en même temps, tout à l'heure, on a eu aussi le droit à un poisson Steve énervé dans la Ricebox. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi le directeur de la Ricebox. C'est pas moi qui décide quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enquête où on va mener l'enquête. Et oui, parce que c'est le titre. Et alors effectivement, vous êtes assez nombreux et nombreuses à avoir des questions sur l'automobile, mais vous les posez un petit peu moins en commentaire en ce moment. Vous venez plutôt en MP sur Instagram. Et d'ailleurs, celles et ceux qui en ont, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je réponds, il n'y a pas de souci. Cependant, effectivement, je comprends qu'en commentaire, vous ayez un peu plus peur de vous exprimer puisque vous vous faites emmerder. Donc c'est chouette, l'espace commentaire redevient de mieux en mieux, donc vous allez peut-être pouvoir recommencer à aller en commentaire un peu plus sereinement. Mais en tous les cas, pour l'instant, si vous voulez, vous pouvez venir en MP Insta sans problème. Et du coup, comme je le disais, des questions, vous en avez eu. Bon, le titre, par exemple, effectivement, est-ce que on a bien 1 litre quand on met 1 litre de carburant dans notre bagnole? Je me suis toujours posé cette question. Et j'ai cru voir sur internet récemment qu'on avait essayé d'y répondre, sauf que, vous allez comprendre, la réponse était plutôt incomplète et même plutôt erronée. Je vais essayer donc de faire cette expérience en vrai et de répondre à cette question de façon plus complète. Mais il y aura évidemment aussi d'autres questions qui vous taraudent et qui du coup me taraudent aussi maintenant. Enfin moins, parce que moi j'ai déjà la réponse puisque j'ai écrit l'épisode. Mais vous allez avoir la réponse de la question suivante. Est-ce que les compteurs de vitesse de nos voitures nous indiquent bien la bonne vitesse? Et sinon, comment on sait quelle est la vraie bonne vitesse? Et vous allez voir, la réponse n'est pas si simple puisqu'il y a pas mal de choses à voir autour de ce sujet. Il y a aussi eu ce genre de question, est-ce que quand je suis sur la réserve et qu'il me reste 50 km d'autonomie, il me reste vraiment 50 km d'autonomie? Parce qu'on a clairement déjà tous roulé avec marqué 0 km et la crotte au cul. Et bon, la réalité c'est qu'a priori nos voitures se sont pas arrêtées. Pas toujours, en tout cas. Donc, comment on peut vraiment savoir combien de kilomètres il nous reste quand on est sur la réserve? Et attention, parce que oui, j'ai eu une très bonne remarque sur l'histoire des pneus rechappés. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, mais peut-être pas. Alors, je vais vous rééclaircir la mémoire. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait beaucoup de problématiques avec les pneus rechappés. C'est-à-dire qu'on part de la base du pneu mort et on en refait un pneu neuf. Parce que ça pose beaucoup de problèmes. Et on va le voir, puisque la question m'a été posée, est-ce qu'un pneu rechappé est plus dangereux qu'un pneu réellement neuf? Et nous allons commencer tout de suite par la première question. Que reste-t-il vraiment dans notre réservoir quand il y a marqué qu'on est sur la réserve? Alors déjà, il y a une donnée importante à avoir. Dans toutes les voitures, la réserve se situe à des endroits globalement différents. Les constructeurs choisissent là où ils décident de mettre leur indice de réserve. Donc déjà, chaque marque est différente sur ce petit point-là. Mais la réalité, c'est que même quand on a eu une Peugeot, une Mercedes, une Renault, une BM ou peu importe, on s'est tous retrouvés sur cette réserve et à un moment, ça se rapproche du zéro, voire pour certains, ça les dépasse. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint 0 km d'autonomie? Eh bien, ça dépend des constructeurs aussi. Mais en règle générale, il y a de toute façon une petite réserve supplémentaire qui n'est pas vraiment volontaire et voulue par tous les constructeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le kilométrage restant indiqué par votre voiture et par votre tableau de bord est calculé par rapport à votre consommation précédente, donc basé sur la conduite que vous avez eue dans les quelques centaines de kilomètres précédents. Du coup, cela va parfaitement être différent de si vous revenez par exemple de Basic Fit et que vous avez fait une séance de squat et donc vous ne ressentez plus du tout la force que vous avez dans votre jambe droite et auquel cas la pédale d'accélérateur va être très sollicitée et donc vous allez avoir une consommation moyenne dans les derniers kilomètres qui est élevée, ou bien si vous êtes un pro de la conduite économique et pour le coup vous faites extrêmement attention à comment vous roulez, et bien là pour le coup ce chiffre-là sera bien différent. Donc dans un premier temps, le kilométrage qui reste, bien souvent, si vous faites attention quand vous êtes en réserve, n'est pas tout le temps le même. Mais il est possible que ce soit le constructeur qui ait décidé que, de façon assez standard, puisqu'on a décidé que la réserve y restait tant de litres, et ben on décide qu'il restera tant de kilomètres. Ce qui est donc parfaitement relatif à votre conduite après que le voyant réserve se soit allumé. Et là, du coup, faudra serrer les fesses et être économe. C'est pour ça qu'au permis, c'est quand même bien de pas louper la conduite économique, parce que du coup, ça peut vous sauver le cul quand même. Et comme on peut le constater en essayant d'atteindre les 0 km et en continuant de rouler après, il y a déjà des gens qui l'ont fait sur le net. Je m'étais d'ailleurs dit que j'allais le faire moi-même, mais en fait, vu que ça dépend complètement de la bagnole, objectivement, ça n'aurait aucun sens. Et vu que je veux donner une réponse qui peut vous parler à toutes et à tous, du coup, ça sert à rien que je le fasse avec une voiture précise, puisque vraiment, l'autre voiture n'aura rien à voir. Mais des gens ont fait des tests, du coup, notamment sur des forums et sur internet, et on en retire une chose très simple. Bon, ça varie de voiture en voiture, mais chez les Allemandes, il est a priori coutume de laisser une vraie réserve tout
tout le temps après que le 0 km se soit affiché. Il y aurait même un chiffre qui ressort sur internet, comme quoi il resterait entre 4 et 6 litres de carburant après que le 0 km soit affiché. Les Allemands sont donc très prévenants. Et en Allemagne, a priori, ils appelleraient ça les zones tampons de panique. J'imagine que ça doit être dit autrement en allemand. Panikpufferzonen. Voilà, tout de suite ça paraît plus sérieux. Seulement, par exemple, avec nos homologues français chez Peugeot, eh bien la personne qui a fait le test, une fois que le 0 km s'est affiché, il ne lui a resté que 5 km. Donc, comme je vous le disais, vu que c'est surtout basé sur votre conduite, avant et après que la réserve se soit affichée, du coup ça va énormément changer. Mais quoi qu'il en soit, soyez rassurés, bien souvent quand le 0 s'affiche, il reste quand même un petit peu de carburant. Surtout si vous y allez vraiment très tranquillement avec la pédale de droite et que vous utilisez les principes de la conduite économique. 2-3 petits tips au passage, justement pour cette conduite économique. C'est très simple, il y a un mot d'ordre quand vous voulez être économe, c'est anticiper. Et quand je dis anticiper, c'est-à-dire il faut regarder loin ce qui va se passer, comme ça vous pouvez savoir si vous pouvez déjà relâcher la pédale de gaz par exemple, ou bien rétrograder, ou bien que vous allez freiner, etc. L'objectif c'est de rester au maximum sur l'élan de sa voiture. Mais pas l'élan au point mort. Et oui, parce que ça c'est aussi une fausse croyance. Rester au point mort consomme plus que laisser une vitesse engagée si tu n'accélères pas. Je vais donc vous illustrer ça très clairement. Votre voiture, lorsque vous la démarrez et que vous ne faites rien d'autre, que ce soit en boîte automatique ou en boîte mécanique, c'est pareil, elle est donc au point mort. Elle consomme un litrage précis de ralenti, puisque le moteur tourne au ralenti, le moteur tourne, quoi qu'il arrive. Alors que si vous êtes lancé, par exemple, vous apercevez un feu rouge loin devant vous, vous savez que vous pouvez déjà lâcher le pied droit, donc l'accélérateur ne va donc plus solliciter l'injection d'essence dans votre moteur, et le moteur continue pourtant de tourner. Et oui, puisque vous avez laissé votre boîte de vitesse engagée, et donc votre moteur communique avec les roues, puisque la boîte de vitesse, je le rappelle, n'est rien d'autre que la transmission entre le moteur et les roues. Donc vu que les roues continuent de tourner dans le même sens et que l'embrayage est engagé puisque votre boîte de vitesse est toujours engagée, votre moteur continue de tourner grâce aux roues et grâce à l'inertie de la voiture. Ce qui fait que du coup, vous ne consommez techniquement plus. Et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer sur certaines voitures qui disposent de l'indicateur de consommation instantanée. Et bien, vous pouvez le voir que lorsque vous faites cette manipulation, souvent vous passez à 0. Et au passage, est-ce que vous aussi vous avez remarqué que lorsque vous venez de faire le plein, vous avez l'impression que ça reste longtemps en haut et que dès que ça finit de passer les 50% du plein, voilà, d'un coup ça chute à une vitesse phénoménale. Et bah c'est normal, les constructeurs veulent que ça se passe exactement comme ça. Et c'est eux qui l'ont programmé comme ça d'ailleurs, pour que vous ayez l'impression qu'en fait quand vous venez de faire le plein, le moment où ça fait le plus mal, vous ayez le sentiment d'avoir fait un plein utile et que votre voiture consomme pas tant que ça. Bah si. En fait, parce que c'est juste un effet, puisque dès qu'on arrive à moins de 50%, bah là soudainement ça se met à baisser vachement plus vite, puisqu'ils disent que ça fait la moitié du plein qu'on a fait le plein, donc on va moins bien s'en rappeler, on aura moins cet effet là, cette sensation, mais on se fait baiser quand même, parce que là du coup quand on arrive à moins 50, bah faut rattraper le retard qu'on a pris avant, donc ça descend vachement plus vite. Alors, tous les constructeurs ne le font pas, j'ai déjà remarqué plusieurs fois, c'est tout ce que je dis. Bon bah et du coup, le résumé de tout ça, ça serait, quand vous êtes à 0 km, faites gaffe, on sait jamais, peut-être ça va, peut-être moins. Est-ce que le compteur de vitesse indique bien la bonne vitesse? Grammaticalement, je l'aurais peut-être pas dit comme ça. Est-ce que les compteurs sont-ils vraiment optimistes? Tu vois, par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai compris la question et je vais y répondre. Évidemment, les compteurs de vos voitures, vous le savez, sont un petit peu optimistes. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Légalement, aucun constructeur n'a le droit de faire en sorte que, sur le compteur de vitesse, la vitesse affichée soit inférieure à la vitesse réelle. Pour des raisons évidentes, de sécurité, etc., etc. Cependant, les constructeurs ont le droit à une marge dans l'autre sens, c'est-à-dire d'afficher du coup une vitesse plus élevée qu'elle ne l'est en réalité, de 10% de la vitesse plus 4 km/h. Ce qui théoriquement veut dire que lorsque sur ta voiture, par exemple, tu as affiché 114 km/h, et tu es qu'à 100 km/h. Attention, il n'y a pas les 14 km/h sur chaque voiture de chez chaque constructeur. Non, chacun décide de faire un petit peu comme il veut. Sauf que bien souvent, les constructeurs, ça les arrange de mettre des plus gros chiffres. Pour beaucoup de raisons. Et pas seulement celles que vous croyez. Alors oui, évidemment, pour la plupart des voitures, la course à la puissance et aux performances, c'est toujours cool d'avoir un chiffre plus gros qu'il ne l'est réellement. Ça, c'est la chose qui paraît la plus logique. Mais quand on réfléchit et qu'on se renseigne un petit peu, on se rend compte qu'il y a bien d'autres raisons, notamment les normes de pollution, puisque les normes WLTP, qui sont donc des cycles que chaque constructeur doit faire passer à ses véhicules pour connaître l'émission de CO2 de ces derniers, il prend en compte la vitesse notamment. À
telle vitesse pendant tant de temps, voici la consommation. On va prendre un exemple très simple. Une voiture doit rouler dans ce cycle, par exemple, pendant 1 minute à 30 km/h. Et bien là, son taux moyen sera relevé. Mais si la voiture, qui en réalité a un compteur affichant 30 km/h, roule en vitesse réelle à plutôt 23 km/h, et bien c'est toujours ça de gagner, puisqu'à 23 km/h, tu consommes nécessairement un petit peu moins qu'à 30 km/h. Même si c'est pas toujours 100% vrai, etc., dans des conditions de normes WLTP, ça peut fonctionner. Et du coup, on se retrouve avec des consommations qui sont amoindries, mais des vitesses et des performances qui sont gonflées. Pour un constructeur, c'est plutôt chouette. Ça, c'est des raisons qui restent. Mais à l'époque, il y avait aussi une raison plus pragmatique. C'est que en fait, les voitures avaient des compteurs analogiques, avec une aiguille, donc il n'y avait pas des chiffres qui s'affichaient, genre précis 131, 132 km/h. Et du coup, l'affichage avec une aiguille n'était pas très précis, donc forcément, il fallait une marge de manœuvre, ne serait-ce que pour les usagers qui, lors de contrôle radar, avaient pas envie d'être flashés alors qu'ils pensaient être à 110, mais en fait vu qu'on voyait pas bien par rapport au trait qui était pas très précis, qui était juste là tous les 10 km/h, donc ça c'était plutôt malin, sauf que c'est resté. D'ailleurs je vous donne très vite une toute petite anecdote, la Lexus LFA qu'on connaît tous et qu'on a envie d'écouter là maintenant tout de suite. Ce soir, branlette. Et bien avec son V10 extrêmement performant, avait une aiguille analogique initialement. Sauf que les ingénieurs se sont rendus compte qu'elle montait trop vite et donc elle suivait pas la cadence. Donc ils ont dû, pour cette raison, concevoir un compteur analogique. Et oui, pour que ça marche en fait, et pour que ce soit réaliste par rapport à ce qui se passe vraiment dans la vraie vie et sur le moteur. Bon, ça c'était pour l'anecdote rapport au compteur, mais je vais revenir un petit peu sur une chose. Évidemment, vous avez la raison pour lesquelles, quand on est constructeur, on est encadré par la loi, mais on a le droit de faire certaines choses. Cependant, on peut aussi forcément, avec un compteur, le truquer d'autres façons. Par exemple, lorsqu'on change de circonférence de la roue, et bien en fait la roue, qu'elle soit plus petite ou plus grande, va interférer avec le compte tour, finalement, je vous grossis le trait, c'est pas un compte tour, c'est un odomètre. Il sait exactement combien la roue fait de périmètre, et donc par rapport au nombre de tours de roue, etc., les calculs se font pour connaître combien on roule en kilomètres, et donc en déduire la vitesse, etc. Et maintenant, il y a plein d'autres capteurs, et là-dedans, c'est vraiment pas mon truc, donc je vais laisser les professionnels l'expliquer en commentaire. Cependant, ce que je saurais vous expliquer, de façon beaucoup plus simple et plus imagée, si la roue fait ce périmètre, et bien si tu le réduis, elle va faire beaucoup plus de tours, donc le compte sera faussé, et à l'inverse, si tu l'agrandis, le nombre de tours sera aussi faussé, puisque normalement la vitesse est mesurée dans le capteur ABS, donc le passage d'un certain point devant ce capteur va mesurer la vitesse, et bien du coup il se fera pas de la même façon. Donc on peut modifier artificiellement les compteurs de vitesse, et notamment pour des vidéos. On a tous vu ces vidéos folles de Golf incroyable ou de Volvo ou autres slippers de l'enfer modifiés, swappés comme jamais, et dont on voit le compteur dépasser tout simplement les vitesses folles qui sont inscrites sur le compteur et y aller à une vitesse folle. C'est pour plusieurs raisons. Déjà tout simplement parce que les capteurs initiaux n'ont très probablement pas été changés et que donc du coup ils mesurent plus du tout comme il faut la réelle vitesse de la voiture. Et deuxièmement, parce que de toute façon, comme je vous l'ai expliqué avec l'anecdote de la Lexus LFA, des fois, l'aiguille analogique, elle peut pas suivre de toute façon. Donc voilà, ce qu'elle affiche, c'est ce qu'elle peut afficher, quoi. Elle a envie d'afficher, quoi. Et ça, les gens s'en servent beaucoup pour montrer que leur voiture est extrêmement puissante. Mais en fait, alors ça veut pas dire qu'elle est pas puissante, mais grappiller 15, 20, 30, 35, 40 km/h, c'est très facile d'afficher un autre chiffre sur le compteur de vitesse, qu'il soit analogique ou numérique. Attention donc à ne pas se faire avoir. Après, c'est hyper cool de voir ces espèces de compteurs fous là. Ça m'a toujours fait rire. J'ai le compteur de la série 5 craché dans le mur. Les aiguilles se sont arrêtées au bon endroit, je crois. Ça y est, on y est, la question que vous attendez tous et que sincèrement moi aussi j'attends. Vraiment, je vais être honnête, j'ai envie d'essayer ça depuis longtemps. Donc, je vais m'équiper de mon petit bidon, un bidon de 5 litres, pas de mon ventre quoi. Et oui, parce que la différence avec l'essai qui a été fait par une dame sur TikTok, il me semble, il y a un petit peu de temps, puisque l'organisme, la DGCCRF et les organismes internes qui sont censés vérifier que, évidemment, on donne bien la quantité qui est prévue, eh bien, ont précisé que c'était seulement au-dessus de 5 litres que la mesure pouvait être vraiment viable. Je suis en train de tourner. Bah oui, mais c'est vraiment dingue comme anecdote. Vous avez la réunion plus. Casse-toi. Non, mais je te donne l'info, mec, il y aura plus personne. Je rappelle que t'es aussi responsable ici. Merci de prendre soin de nos petits employés. Cas d'incendie. J'aurais fait l'information incendie hier. Ouais. Donc ils sont parés. Putain, je sais plus où j'en étais du coup, bordel. La mesure n'est viable qu'à partir de 5 litres, d'après ce qu'ils disent. Du coup, faut essayer avec au moins 5 litres. Allez, let's go.
pas de porte là où je suis. Mais non, c'est un meuble. Nous nous retrouvons pour cette merveilleuse expérience et j'ai avec moi du coup du mesurage, de la mesuration, afin de vérifier toutes les quantités. Oui, parce que je vais d'abord vérifier avec un demi-litre, si dans ce broc je peux mettre 1 litre, qui me servira d'étalon pour ce merveilleux bidon d'essence. On dirait quand tu pisses le matin. Voici donc le demi-litros. J'ai rien de plus plat que le sol. Voilà, je suis désolé. Voilà, ça c'est un demi-litre. C'est un demi-litre. Le test est concluant sur surface plane. Nous sommes bien un demi-litros. Maintenant qu'on sait que ça, c'est notre étalon, que le litre, il fait bien 1 litre, on l'a vérifié avec le verre doseur. Donc, grâce à ce litre, j'ai gradué très correctement au fur et à mesure, en versant 1 litre par 1 litre, les traits suivants qui montent jusqu'à 5 litres. Donc là, j'ai bel et bien 5 litres d'essence. Et ça, du coup, ce sera notre marquage référence. Maintenant, il faut aller voir si dans les stations, on arrive exactement à ce marquage. Voilà. Donc je vais mettre ça dans la voiture, quoi. Bah oui, allez. C'est parti. Coupé, hein. Nous voici arrivés à destination. 98 est moins cher en ce moment, profitez-en. 1,67. Allez, c'est parti. Le juste compte, merveilleux. On va regarder tout de suite. Ici, c'est parfaitement plane. Je le sais, c'est une dalle béton. Vraiment, elle est impeccable. Nous allons avoir le résultat dès que ça arrête de bouger. Et bien, comme on peut le constater sur ce premier essai, c'est 5 litres, quoi. 5 litres, c'est 5 litres. Alors, à mon avis, à très peu de choses près. C'est sûr que c'est pas au-dessus de 5 litres, hein. On est légèrement plus en dessous qu'au-dessus, mais c'est pas très notifiable, quoi. Voilà. Du coup, en fait, pour l'instant, dans cette station-service, c'est 5 litres. Mais pour avoir un panel représentatif, je vais le faire dans une deuxième station-service. Bon, après, évidemment, il n'y aura pas de gâchis d'essence, hein. Il y aura dans cette merveilleuse E63S que j'ai essayé sur la chaîne il y a pas longtemps, puisque moi, les tournages, en fait, ils sont rapprochés. Donc, c'est pour ça qu'elle est là. Hop là, 5 litres, tu vas faire quoi? Donc voilà avec le deuxième bidon. Verdict dans 1 seconde pour vous, dans 8 heures pour moi environ. C'est long, hein, se stabiliser l'essence, c'est un enfer. Bon, je crois qu'il faut se résoudre. 5 litres, ça fait 5 litres. Enfin, à peu près. La conclusion? Bon, on a pu constater finalement ce à quoi je m'attendais, à savoir un léger écart, en effet, et évidemment absolument pas en notre faveur, faudrait pas exagérer non plus, mais ça a priori c'est toléré, entre 0,5 et 1% de marge d'erreur, c'est ok avec les services de métrologie. Et oui, parce que c'est réglementé tout ça, hein, vous avez vu, c'est scellé carrément. Seulement, bien sûr, il peut y avoir des pompes mal calibrées, volontairement, ou non. Et si on rajoute à ça le simple fait que, avec la pression atmosphérique, a priori, le matin serait mieux pour faire un plein plutôt que le soir, puisque l'essence serait a priori plus dense le matin que l'après-midi. Alors, puisque je suis pas physicien, sur ce petit truc-là, je vais prendre un article que j'ai juste là et vous le dire. Comme presque tous les liquides, l'essence se dilate quand sa température augmente. En d'autres termes, à volume égal, 1 litre d'essence chaud contient en réalité moins de matière qu'un litre d'essence froid. Voilà pourquoi il est mieux de faire un plein le matin, par exemple, plutôt que le soir, où il a fait chaud toute la journée, et où la température de l'essence du coup est pas redescendue. Sauf que dans la réalité, les carburants sont quand même entre 2 et 3 mètres sous terre, dans des cuves un peu isolées, pour la plupart, et donc la chaleur ne les influence pas tant que ça. Il faut vraiment être dans des pays très chauds, où il y a des variations de température très grandes, pour que ça puisse avoir un effet peut-être notable sur vraiment les euros que vous dépensez. Donc en réalité, en France et en Europe en général, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, petit tips supplémentaire, les premières secondes de vos pleins sont très souvent un petit peu surfacturés, puisque forcément le temps que le bon débit arrive, les euros défilent à la même vitesse quand même. Du coup, privilégiez plutôt de faire un plein à ras-bord dès que vous le pouvez, plutôt que plein de petits pleins. A priori, à la longue, vous y gagnerez. Et dernière question. Les pneus rechappés, est-ce une bonne affaire ou une bombe à retardement? Déjà, c'est très simple, le rechappage, c'est quoi? En gros, tu prends ton pneu qui est usé presque jusqu'à l'os, hein. Alors évidemment, on ne pourra pas le faire avec tous les pneus, vous allez comprendre pourquoi, mais globalement, tu gardes la structure de ton pneu. Vous l'avez peut-être déjà vu par le passé, dans Villebrequin, on a expliqué comment était foutu un pneu finalement, hein. Et à l'intérieur d'un pneu, ce n'est pas que du caoutchouc, il y a toute une structure, toute une ossature métallique, très fine, mais qui est là pour permettre au pneu de se maintenir à haute vitesse, et même pas à haute vitesse, hein, ne serait-ce que pour les chocs, hein, par exemple, pouvoir encaisser tout simplement les aspérités du sol. Et ce qui nous intéresse dans un pneu, c'est de garder du rainurage pour l'évacuation de la pluie, et puis pour le fait que ça chauffe un petit peu mieux, hein, la mise en température des pneumatiques, on s'en rend pas compte tous les jours avec nos voitures et nos pneus du quotidien, mais c'est très important, et donc le fait d'avoir moins de matière qui frictionne avec le sol, ça permet de la faire chauffer plus vite, comparé à un pneu sport, slick par exemple, hein, sur piste, il chauffera mieux et plus uniformément,
mais beaucoup plus difficilement. Alors que le pneu de route tous les jours, lui, il va chauffer beaucoup trop vite sur circuit, il va surchauffer et ce sera pas bon. Sauf que pour tous les jours, c'est super. Et donc nous, c'est ça qui nous intéresse sur nos voitures de tous les jours. Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle cette bande de roulement, hein, la bande qui touche le sol quand elle roule, qu'on va vouloir remplacer en rechappant un pneu. On garde la structure de l'ancien, qui n'a plus de rainures, etc., qui arrive au témoin d'usure. On enlève tout ça et on y remet autour, on rechappe avec une bande de roulement toute neuve. Sauf que, comme vous pouvez le constater, c'est une bande de roulement qui est recollée, donc oui, ça coûte moins cher, puisque on n'a pas à recréer toute la structure du pneu. Donc ça, en termes économiques, c'est super. Et est-ce qu'en termes de solidité, sur le long terme, c'est bien ? Eh ben, oui et non. En fait, la technologie du rechappage nous vient d'abord des poids lourds. Et oui, parce que sur les poids lourds, vous l'avez peut-être sûrement déjà remarqué, il y a parfois beaucoup de roues. Genre des fois 12, 14 ou plus. Et du coup, dans cette industrie-là, eh bien, changer un pneu qui déjà peut coûter cher, puisqu'ils sont beaucoup plus gros que sur des voitures normales, genre entre 3 et 600 € le pneu. Quand il y en a 12, par exemple, ou 14, ça commence à faire vraiment cher le changement de pneu. Et c'est directement les pneumaticiens qui ont eu cette idée de tout simplement créer des carcasses beaucoup plus résistantes, prévues pour être rechappées. Et oui, sur les poids lourds, c'est prévu, donc ça permet de faire une économie de 30 à 50% par pneu sur un poids lourd, et pour le coup, sur 12 ou 14 pneus, qui plus est si t'as plein de camions, c'est très vite rentable. Sauf que, sur les voitures de route, les pneus, initialement, ne sont pas du tout prévus pour être rechappés. Donc, il faut faire très attention, puisque des sociétés qui rechappent des pneus, il y en a très probablement des sérieuses, mais il y en a surtout malheureusement d'autres, moins sérieuse. Et le résultat peut être dramatique, puisque si la structure est endommagée, à haute vitesse, et même parfois à basse vitesse, le pneu peut exploser. Bah oui, parce que la bande de roulement, elle maintient rien du tout, elle est juste en contact avec la route, donc c'est super. Mais si la structure est pas solide, à un moment ça se déforme et puis ça explose. C'est pas top. Et c'est pour ça que dans certains pays d'Europe, et notamment en France, c'est interdit à certains endroits, notamment sur les pneus avant de nos voitures par exemple. Et oui, parce que c'est les pneus qui dirigent la voiture, donc c'est plus grave si ton pneu qui dirige la voiture explose que le pneu derrière, tu vois. Après, du coup, tant qu'à faire, autant interdire les 4, mais ça permet de faire au moins un peu d'économie. J'ajouterai donc que par un phénomène assez simple, puisque la bande est simplement collée, même si c'est de la colle étudiée et dédiée à cet usage, il y en a de différentes qualités. Ces pneumatiques-là ont donc souvent une moins bonne adhérence, surtout sur sol mouillé. Et oui, parce que forcément, la bande de roulement ne faisant pas partie intégrante de la structure, il y a de légers mouvements, légères torsions, qui n'arriveraient pas sur un pneu entier, et qui donc peuvent interférer sur la conduite, et le ressenti de la route, et donc l'adhérence, finalement, en règle générale. Du coup, attention vraiment à là où vous achetez vos pneus rechappés, puisque ça peut être une solution économique si vous n'avez vraiment pas le choix, mais c'est vraiment pas une solution très recommandée sur nos voitures. Et voilà, c'était tout pour moi par rapport à ces questions que vous avez eues. J'ai beaucoup aimé me renseigner sur tous ces sujets, j'ai appris des trucs, j'espère vous en avoir appris aussi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, que ce soit en commentaire ou sur les MP Insta par exemple, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vais refaire du contenu régulièrement, je vais revenir aussi sur Twitch, il faut que je m'active le cul, parce que là je suis dans mon studio sur lequel il y aura Twitch, mais il faut que j'y aille, parce que là j'ai juste pas eu le temps, mais je vais me relancer, c'est promis. J'espère qu'on reprendra du plaisir sur Twitch comme quand je l'ai laissé. Puis si ce format nous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est toujours très chouette. Merci à vous. Des bisous. Allez, moi je vais bosser, je vais installer des gens dans les simus et puis servir des coca, ça me fait plaisir. J'aime bien ça là, pouvoir là, voir les gens, discuter avec eux et tout, c'est trop bien, ça fait plaisir.